Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information, c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire, aujourd'hui, plus d'un mois après son aménagement, l'exploitation du solarium sur la promenade Casiraghi est un succès. Nous dresserons un premier bilan avec Elisabeth Lanteri-Minet, conseiller technique au département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme. Comment les centres de loisirs et les associations jeunesse s'adaptent à la situation sanitaire? Alors que nous sommes en pleine période de vacances scolaires, nous ferons le point avec le directeur du centre de la jeunesse, Princesse Stéphanie, Sébastien Loisel. Dans ce journal également, nous avons assisté à la présentation du livre For Art's Sake, une invitation à la découverte des intérieurs de marchands d'art. Et puis vous découvrirez le coup de cœur de la semaine de la médiathèque de Monaco. Mais avant cela, on ouvre une large page sport avec vous, Frédéric Elion. On débute avec les qualifications du Grand Prix du Portugal en Formule 1. Ce n'est pas une surprise, Émilie, peu importe le circuit, les Mercedes sont toujours devant. Sur le tracé de Portimao, Lewis Hamilton signe une nouvelle pole position, un dixième devant son coéquipier Valtteri Bottas. Max Verstappen s'élancera dimanche en deuxième ligne devant Charles Leclerc, quatrième, qui signe encore une fois une superbe séance de qualification, comme sur le circuit du Nürburgring il y a 2 semaines. En football, gros test pour l'AS Monaco qui se déplace à Lyon dimanche soir. Oui, un choc pour clôturer la 8e journée de Ligue 1 dimanche à 21h. Les Monégasques tournent un peu au ralenti ces derniers temps avec 4 points pris sur les 4 dernières journées. Pareil pour Lyon qui n'a gagné qu'un seul de ses 6 derniers matchs. Un point sépare les deux équipes au classement. Lyon is a top team, not only in France, also in Europe. And you remember the last semi-final in the Champions League they played the League Cup final against PSG. So we're expecting a top team with top players, with a top coach. So it is a hard game for us, but this is the reason why we are playing football. We like to play good games, tough games, top opponents, and now we're going to Lyon and try our best. Niko Kovac a vu de très belles choses à l'entraînement cette semaine et pourra compter sur un groupe quasi au complet. Golovin et Ballo-Touré poursuivent leur réathlétisation. Et la Fédération française de basket a dévoilé vendredi le groupe convoqué en vue des 2 matchs de qualification à l'Euro 2022 qui auront lieu fin novembre. 2 rencontres qui se dérouleront à Pau, Émilie, Grande-Bretagne-France et France-Allemagne, respectivement les vendredis 27 et dimanche 29 novembre. Dans la liste de Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France, aucun joueur évoluant en NBA ou en Euroleague, mais une majorité de joueurs de Jeep Elite et notamment le pivot de la Roca Team, Mathias Le Sort. Je vous rappelle que la rencontre de Jeep Elite prévue ce soir à Cholet est reportée, plusieurs cas de coronavirus ayant été détectés au sein du club choletais. On termine par cette information. Joël Bouzou a été réélu président de l'Association mondiale des Olympiens. Oui, un poste qu'il occupe depuis 2011. Dans un communiqué, Joël Bouzou s'est dit ravi d'être réélu à la tête de l'Association mondiale des Olympiens et reconnaissant envers ses membres pour leur soutien inconditionnel. Il ajoute être fier de ses 2 derniers mandats, couronné de succès au vu du développement de l'AMO, qui a grandi pour se faire une place au sein du mouvement olympique. Une belle marque de confiance pour le président de l'organisation Peace and Sport, basée à Monaco, qui œuvre pour la construction d'une paix durable dans le monde via le sport. Merci Frédéric pour ce tour d'horizon de l'actualité sportive. Température au-dessus des moyennes de saison, le soleil au rendez-vous. La météo est toujours aussi plaisante sur la Côte d'Azur. Cela rend tout de suite plus agréable un moment passé sur la promenade Casiraghi. Justement, allons prendre la température du côté du solarium. Bonsoir Elisabeth Lanteri-Minet. Bonsoir Émilie Rousseau. Quel bilan pouvez-vous tirer sur l'exploitation du solarium ? Alors le bilan il est positif puisque depuis mi-septembre, date de fermeture du complexe du Larvoto, on a proposé un nouvel espace balnéaire, un nouvel endroit pour poursuivre la saison estivale qui était écourtée du fait de la fermeture à mi-septembre pour la rénovation qui reprenait au Larvoto. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui a été mis en place ?
Oui, tout à fait. Alors sur cette esplanade Kaziragi, on a d'abord végétalisé, installé un aménagement urbain et puis aussi en partenariat avec le Miami, proposé un service à la fois un kiosque qui propose des déjeuners, des petits déjeuners aussi. Il ouvre le matin dès 7h45 et puis sur la partie solarium, il y a toute une installation avec des transats et un service de plage. Alors les retours sont plutôt bons. Nous avons eu Christophe Caïteux, le co-gérant du Miami Plage, avec nous. Il nous confiait qu'il avait pu travailler sur un site qui possède une vraie valeur ajoutée. Est-ce que vous partagez son avis ? Oui, tout à fait. Le site est magnifique. Il est en front de mer et puis il y a une vue imprenable sur Monaco. C'est un site aussi qui n'était pas très connu des Monégasques et des résidents. Et là, cette proposition nouvelle nous permet à la fois d'améliorer le cadre de vie ici, puisque l'esplanade était totalement inoccupée. Et puis les gens se sont intéressés, ils sont venus. Il y avait à la fois ceux qui avaient l'habitude de venir par ici faire la gym ou se balader, et puis ceux qui n'ont pas pu profiter de la plage plus longtemps et qui sont venus fréquenter ce nouvel espace. Est-ce que cette installation pourrait devenir permanente ou est-ce que vous pensez déjà la reconduire l'an prochain ? Alors, pour l'instant, rien n'est décidé. Je pense qu'elle est concluante sur cette phase de test. C'était une installation éphémère. Elle est concluante parce que, effectivement, Christophe Caïteux nous a dit qu'il y avait un succès et que ça se développait très rapidement. C'est toujours difficile de lancer un nouvel endroit. Là, la clientèle a été au rendez-vous, les usagers s'y sont plu. Pour l'année prochaine, on aura un espace qui sera complètement rénové au Larvoto avec une plage toute neuve, des commerces. Il y a aussi une protection de la part de géotubes qui ont été installés au niveau des digues, ce qui permettra une exploitation un peu plus prolongée, peut-être même tout l'hiver. Et pour l'instant, je ne sais pas si ça va être reproposé l'année prochaine ici sur l'esplanade Kaziragi, mais en tout cas, le test a été concluant, donc l'option est ouverte. Donc on peut encore profiter de l'esplanade jusqu'à début novembre, c'est ça ? Oh, peut-être un peu plus même. Un peu plus. Peut-être jusqu'à la fin du mois de novembre. Merci beaucoup Elisabeth Lantériminée d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, nous vous en avons parlé cette semaine sur Monaco Info, le salon Clean Equity. Monaco a pris fin hier, Frédéric. La 13e édition du forum consacré à l'innovation technologique durable s'est déroulée jeudi et vendredi au Fairmont. Clean Equity Monaco rassemble des entreprises qui présentent des technologies environnementales de nouvelle génération à des investisseurs privés ou publics. Présents sur place tout au long de l'événement, le Monaco Economic Board et Monaco Tech sont au contact des acteurs innovants de ce secteur pour favoriser les échanges entre entreprises et promouvoir la place monégasque. Le prince Albert II est venu participer hier à la cérémonie des Clean Equity Awards. Un mot sur cette initiative à présent. L'AMAD, les Amis du Liban et Monaco Aide et Présence s'associent pour sauver une école au Liban. Oui, l'école des frères Saint-Joseph de Beyrouth, un établissement gravement touché suite aux 2 explosions du 4 août dernier et qui se retrouve dans l'incapacité d'accueillir les 400 enfants scolarisés jusqu'alors. L'AMAD, les Amis du Liban et Monaco Aide et Présence se mobilisent donc pour redonner vie à cette école fondée en 1966 qui scolarise des enfants de la maternelle à la terminale. Les 3 associations se sont fixé un objectif, récolter 180 000 €. Le budget nécessaire pour la réhabilitation de l'école, le renforcement de l'équipe éducative et la prise en charge des frais de scolarité des enfants les plus vulnérables sur une période de 3 ans. Merci Frédéric, on se retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. En cette période de vacances scolaires, les centres de loisirs et associations jeunesse sont plus qu'actives. Leurs dirigeants et animateurs ont eux aussi dû s'accommoder à la situation sanitaire. C'est le cas par exemple du centre de la jeunesse Princesse Stéphanie. Bonsoir Sébastien Loisel. Bonsoir. Comment on adapte les activités avec la situation actuelle ? Alors l'activité, elle a été impactée dans le sens où effectivement on a dû revoir un petit peu les quotas à la baisse, revoir un petit peu les activités et les animations qu'on pouvait mettre en place tout au long de l'année suivant l'année dernière. Et voilà, on s'adapte. Comment on arrive à se diversifier, à proposer des ateliers aussi divers que variés tout en respectant les consignes sanitaires ? On a une très bonne équipe, on a des personnes avec qui on travaille depuis quelques années qui acceptent la situation
et qui vont de l'avant pour aller faire en sorte que le centre de la jeunesse puisse aller aussi de l'avant. Est-ce que vous pouvez nous citer un petit peu les activités que vous proposez actuellement ? Oui, alors bon, là c'est les vacances, donc on a mis des activités avec des grands jeux, des petits stages de 3 jours. D'accord. Et ensuite, tout au long de l'année, on a des ateliers, des rendez-vous comme du yoga, de la percussion, du bricolage, du hip-hop, du cirque, voilà, des activités diverses et variées. Vous parlez des vacances scolaires, est-ce que les inscriptions sont comparables à celles des années précédentes ? Oui, effectivement, on a tous nos stages qui sont complets. D'accord. Voilà, on a 3 petits stages de 3 jours pendant ces vacances. Et pendant la journée, on a une vingtaine d'enfants qui sont présents dans nos locaux. Donc il y avait une réelle demande de la part des enfants, enfin des jeunes voilà, globalement. Voilà, effectivement, ce sont des jeunes de Monaco qui ont entre 8 et 21 ans, c'est notre quota. Mais on a principalement du 8-13 ans dans les locaux. D'accord. Et ils ont déjà assimilé tous ces gestes ou au contraire, il faut rappeler régulièrement ? Non, on n'a pas besoin forcément de leur rappeler le port du masque, entre autres, tout simplement parce que comme on travaille avec des scolaires de Monaco, vu qu'ils portent le masque à partir de 6 ans et que nous on est ouvert à partir de 8 ans, ils le portent toute la journée pendant leur temps scolaire, donc chez nous il n'y a aucun problème. Et les parents, est-ce qu'ils ont une appréhension particulière lorsqu'ils laissent leurs enfants ? Je ne pense pas, dans le sens où ils nous font confiance. Pour la plupart, ils nous connaissent. Même les nouveaux adhérents, effectivement, nous ont posé des questions par rapport aux questions sanitaires. Et ça se passe très bien. Voilà. Ensuite, c'est vrai que d'habitude, les parents peuvent rentrer dans la structure. Là, on a fait en sorte que les parents puissent juste demander à ce qu'on appelle leurs jeunes quand ils sont à la porte. C'est un baptême un petit peu particulier, Sébastien, parce que vous avez repris la direction du Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie. C'est ça, je suis en poste depuis le 1er août. Voilà, j'étais adjoint en septembre de l'année dernière. Avec le confinement, ça a fait que toute ma formation, à proprement dit, a été un petit peu bizarre. Mais effectivement, on reprend dans l'état et on va aller de l'avant pour nos jeunes. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Ouvrons une page culture à présent avant de découvrir le coup de cœur de la médiathèque de Monaco, coup de projecteur sur la sortie de cet ouvrage présenté au Grimaldi Forum, For Art's Sake, nous emmène chez une vingtaine de collectionneurs de Bruxelles à Sao Paulo. C'est la première fois que ces grands noms de l'art ouvrent les portes de leur demeure. Alexandra Pani a rencontré l'auteur du livre. Pousser les portes des intérieurs de marchands d'art de prestige, l'ouvrage For Art's Sake est le premier en son genre à offrir cet accès plutôt exclusif. Pour la plupart des personnalités rencontrées, c'est la première fois qu'un appareil photo professionnel entre dans leur demeure privée. Pièces antiques, grands classiques modernes ou encore créations contemporaines, toutes les périodes sont représentées parmi les 348 pages. Et une volonté de la part de l'auteur, partager avec ses lecteurs les trésors collectés de ces passionnés et leur vision du monde de l'art. L'envie de montrer, de découvrir, de savoir un peu plus des parcours, des histoires, des anecdotes, les motivations, les émotions de tous ces gens. Je suis allée 24 personnes, chez 24 art dealers. On va trouver chez Adriano Ribolzi un peu plus classique, chez Axel Verwoerd qui habite dans un château près d'Antwerp, des choses aussi très classiques et très modernes, mixtes. Chez David Sferner, ultra contemporain. Un résultat éclectique et très harmonieux à la fois qui saura séduire les amoureux d'art et les passionnés de design. Place au coup de cœur de la médiathèque de Monaco. Le choix du jour s'est porté sur un style un peu particulier, le roman graphique. Il s'agit de bandes dessinées sur des sujets dits sérieux et qui visent donc un public adulte. Frantz Fanon est l'ouvrage de Frédéric Sirier et Romain Lamy. Il vous est présenté par Céline Sabine. Rome, août 1961, Frantz Fanon rencontre Jean-Paul Sartre, qui a accepté de préfacer son tout dernier essai, Les damnés de la Terre, un manifeste anticolonialiste. Ce roman graphique imagine les discussions entre les deux hommes, au cours desquelles Frantz Fanon
qui est né en Martinique, revient sur son parcours de psychiatre, son engagement dans la guerre d'Algérie, mais également, plus généralement, dans les luttes anticoloniales. Ce livre est donc une véritable biographie dessinée et une parfaite introduction à l'œuvre méconnue de Frantz Fanon, dont la pensée révolutionnaire résonne encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà pour ce focus sur un genre littéraire qui se développe beaucoup ces dernières années et que vous pouvez découvrir à la bibliothèque Louis Notary. Réglez vos montres, nous changeons d'heure ce week-end, nous passons à l'heure d'hiver. Il faudra donc reculer ces horloges d'1 heure. À 3 heures, il sera 2 heures. Nous avons voulu savoir si vous étiez pour ou contre le changement d'heure. Juliette Rappert est allée recueillir votre avis. Complètement contre, et parce que je préfère qu'on reste à l'heure d'été. Voilà, pour une question de lumière. Plutôt contre, parce que ça fait perdre un peu la notion du temps et de temps en temps on peut avoir des décalages au niveau du sommeil. Non, contre. Ça avait été fait à une époque où les gens avaient besoin de ça pour travailler, mais maintenant on n'a plus besoin de ça. Je suis plutôt contre, mais au même temps ça fait du sens parce que le soleil et l'heure changent, mais après les journées elles sont plus courtes et voilà. Pourquoi pas? Ça rend les trucs plus compliqués, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Avis partagé donc, mais majoritairement contre ce changement. Et pourtant, il faudra bien changer d'heure ce soir. On passe aux prévisions météo. Quelle est la tendance pour dimanche, Frédéric? Sensiblement la même chose qu'aujourd'hui, Émilie, à savoir une journée très ensoleillée, avec seulement quelques passages nuageux dans le courant de l'après-midi. Les températures seront stationnaires avec 14 degrés le matin et 17 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h56 pour se coucher à 18h32. Dimanche 25 octobre, nous fêterons la Saint-Crépin et la Saint-Enguerrand. Et il fera par conséquent nuit plus tôt. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir, y compris le week-end. Nous faisions le point en début de journal sur l'actualité sportive. Et bien sachez que l'horaire du match entre l'AS Monaco Basket et le Lokomotiv Kuban Krasnodar en Eurocup a été avancé à 18h mercredi. Ceci afin de pouvoir permettre à tous les fans de la Roca Team d'être présents. En attendant, les joueurs s'entraînent durement à la salle Gaston Médecin, comme a pu le constater notre photographe Stéphane Dana. On se quitte d'ailleurs sur quelques-uns de ces clichés. À demain pour le best-of de la semaine. Bonne soirée à tous.